Bonsoir et bienvenue sur Jigen TV. Nous sommes en direct de Saly pour cette deuxième journée consacrée à l'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Législative restrictive, discours de haine, désinformation, autant de ruses qu'utilisent les mouvements anti-droit, un mouvement aux antipodes du féminisme. Mais que sont-ils et comment agissent-ils? Un reportage de Kalsoum Baye. Notre résilience face au mouvement anti-droit, une thématique qui a fait l'objet d'un panel en ce deuxième jour de l'Université d'été féministe. Il faut noter que les mouvements anti-droit et le féminisme sont souvent en opposition directe, car le féminisme vise à promouvoir l'égalité des sexes et à défendre les droits des femmes, tandis que les mouvements anti-droit cherchent à restreindre ou supprimer ces mêmes droits. Les mouvements anti-droit peuvent avoir diverses formes et ils utilisent beaucoup de stratagèmes pour atteindre leur but. Il y en a il y a plusieurs modes d'intervention des mouvements anti-droit qui varient bien sûr d'un contexte à un autre selon les enjeux qu'on a, qui peuvent être socio-culturels, religieux, politiques ou communautaires. Donc vous pouvez vous retrouver face à des groupes ou des mouvements anti-droit qui basent leurs interventions sur des narratifs qui remettent en cause les droits sexuels et reproductifs ou le genre, la justice de genre. Donc ça peut être des discours portés dans les médias, des discours portés dans l'espace communautaire, dans l'espace public. Vous en avez qui bâtissent aussi leur stratégie sur le lobby politique, donc qui investissent beaucoup dans le pouvoir politique, les acteurs politiques ou les décideurs politiques avec lesquels ils vont travailler pour induire par exemple des changements de loi qui seront anti-genre ou qui remettront en cause les droits des femmes à accéder à la santé ou aux droits sexuels et reproductifs ou aux espaces de décision ou à leur autonomie, enfin divers éléments dans le lobby politique qui peuvent faire reculer les droits des femmes dans un contexte ou dans un autre. Vous avez aussi des stratégies des mouvements anti-droit qui sont basées sur le retrait des financements, par exemple. Donc, à quel point est-ce qu'ils agissent du point de vue politique pour retirer, par exemple, des financements ou porter des exigences à un État, par exemple, pour que cet État-là induise des actions ou porte une loi ou ratifie un traité ou signe un traité ou tout autre test au niveau international ou régional qui puisse remettre en question des droits établis ou acquis déjà dans le temps. Pour limiter l'action néfaste des anti-droits, les mouvements féministes adoptent une résilience à toute épreuve. La première action que beaucoup d'organisations ou de militantes féministes mettent en place, c'est notamment la question du renforcement des capacités des jeunes militantes ou même des militantes les plus âgées, notamment sur les questions justement de mouvements anti-droit ou anti-genre et comment répondre. C'est par exemple le cas, comment est-ce qu'on envahit l'espace numérique pour contrer la montée de la désinformation genrée sur les réseaux sociaux. Ça passe aussi bien sûr par le renforcement des capacités au niveau des valeurs féministes justement pour la question de la déconstruction qui va permettre justement aux jeunes militantes, aux jeunes femmes d'aujourd'hui de pouvoir, lorsqu'elles se retrouvent dans la société face à une action anti-genre ou une action contre la libération de sa parole ou de son droit, de pouvoir réagir. C'est aussi axer un maximum la sensibilisation des mouvements de jeunes, de la jeunesse, quand on sait que la jeunesse c'est l'avenir de demain, notamment sur les questions de droits sexuels et reproductifs, parce que c'est un axe sur lequel les mouvements anti-genre et anti-droit se basent beaucoup pour contrer les droits des femmes. Donc c'est vraiment la sensibilisation, le renforcement des capacités et le renforcement de la présence aussi sur le numérique, sans oublier bien sûr les plaidoyers au niveau des personnes ou personnalités politiques qui se réclament défenseurs des droits des femmes, quel que soit le genre, de pouvoir adresser ces questions au niveau des parlements pour que des politiques publiques avec une approche féministe soient de plus en plus prises dans nos pays et sur le continent. La lutte entre le mouvement féministe et les mouvements anti-droits représente un affrontement fondamental sur la question des droits humains et de l'égalité. Le féminisme continue de lutter pour l'émancipation et les droits des femmes.
Les mouvements antidroits cherchent à maintenir ou à revenir à des structures patriarcales et inégalitaires. L'accès au financement, un grand défi pour bon nombre d'organisations féministes africaines. Laurence Annie Koussoubé, présidente du mouvement citoyen burkinabé féminine, regrette cet état de fait et appelle à l'action pour un accès facile et des fonds flexibles pour toutes les organisations féministes. Regardez. Nous avons de nombreux défis dans nos pays concernant les droits des femmes et malheureusement les financements que nous recevons sont insuffisants pour répondre à tous ces défis. Donc je dirais que pour moi, c'est vrai que nous avons accès un accès plutôt limité justement au financement et malheureusement pour moi ces financements ne sont pas suffisants pour que nous puissions mener la lutte. Tous les financements ne sont pas flexibles malheureusement, on a eu à en discuter justement. Il y a des organisations où pour pouvoir avoir accès à ces financements ne répondent pas aux critères. Donc c'est ça, nous lançons vraiment un appel justement aux bailleurs, aux organisations, si c'était possible vraiment d'alléger vraiment l'accès à ces financements afin que de nombreuses autres organisations puissent bénéficier parce qu'il faut remplir un certain nombre de critères et il faut disons être minimum, je ne dirais pas une moyenne ou une grande organisation pour pouvoir bénéficier de ces financements. Ce qui fait que ça écarte beaucoup d'autres organisations qui sont réellement des organisations communautaires qui travaillent au sein même des communautés qui malheureusement ne peuvent pas avoir accès à ces financements. Les féministes en Afrique ne sont pas à l'abri des violences psychologiques et physiques, Dixit Khaira Thiam. Pour la psychologue clinicienne, les féministes dans beaucoup de pays sont sujettes à des violences et font face à des problèmes sécuritaires dans les espaces sociaux. Khaira Thiam intervenait dans le panel sur la sécurité et la santé des militantes féministes. Écoutez. Au-delà de ce que vivent toutes les femmes de façon habituelle dans leur foyer, c'est-à-dire les violences conjugales, les violences intrafamiliales, les féministes vont être aussi sujettes à parfois plus de violences aussi dans ces contextes-là, dans la mesure où elles sont connues pour défendre un certain nombre de droits ou pour envisager de fonctionner sur d'autres modes au sein des foyers, ce qui ne va pas sans conflit et sans être parfois avec des personnes qui ne sont pas en capacité de se remettre en question pour faire avancer les choses. Les féministes vont avoir un problème sécuritaire dans les situations, non pas encore de conflit, mais dans les espaces sociaux dans lesquels nous vivons, dans lesquels il y a énormément de violences d'État, énormément de violences politiques qui vont s'abattre sur elles. Alors quand je parle de violence d'État et de violence politique, souvent on résume au Sénégal la violence d'État et la violence politique aux droits civils et politiques pour aller voter ou pour des choses comme ça. Or, on oublie que, par exemple, le droit de disposer de son corps est un droit politique aussi, dont ne disposent pas les femmes au Sénégal. Et dès lors qu'elles commencent à militer, elles peuvent aussi faire face à une violence d'État, c'est-à-dire des persécutions. Dans certains pays, on sait que des féministes ont été persécutées par des instances politiques, par des hommes politiques qui ont voulu se débarrasser de ce qu'elles avaient à dire. On sait aussi que des féministes sénégalaises sont allées dans des espaces internationaux dans lesquels l'État, par exemple, du Sénégal a répondu de façon assez verte que certains droits ne sont même pas envisageables pour des tas de raisons assez fallacieuses. Mais dans ces espaces-là aussi, les menaces sont courantes, les exclusions sont courantes, etc. Et là aussi, ça sape en termes d'estime de soi, en termes de santé mentale, en termes de santé physique aussi, parce qu'au bout d'un moment, il y a un effet d'usure qui apparaît. Et justement, ces violences ont une répercussion sur le plan émotionnel et physique, voire des dégradations graves sur les fonctions vitales. Khaira Thiam est toujours au micro de Jigen TV. Vous allez voir, notamment au niveau physique, un ensemble de problématiques. Ça peut aller, par exemple, de problématiques dermatologiques, par exemple des eczémas, des troubles divers et variés de la peau. Vous allez avoir aussi, par exemple, de façon plus interne, des troubles du rythme cardiaque, des troubles de la digestion. Alors, quand on parle des troubles de la digestion, c'est pas juste
juste manger et digérer et éliminer. C'est aussi, par exemple, développer des problématiques comme le syndrome du côlon irritable, par exemple, dont on sait qu'il a une dimension tout à fait psychique, comme les rectocolites hémorragiques, par exemple, où ce sont des authentiques hémorragies qui sont quand même qui arrivent par poussée, et notamment dans les situations de stress et qui vont aggraver le phénomène. On peut avoir aussi des problèmes gynécologiques avec des troubles du rythme du cycle menstruel qui sont, on le sait, corrélés à des problématiques de stress, des problématiques environnementales, etc. Donc là, on est sur du physiologique qui est en relation avec ce qui se passe aussi dans la tête, où vous avez des personnes qui vont... Moi, j'ai beaucoup de féministes avec lesquelles je discute qui ont des troubles du sommeil, mais elles ne savent pas pourquoi. En même temps, quand vous êtes poursuivi, que vous êtes omnibulé par une question, que vous savez, que vous réalisez dans quel environnement vous vivez, etc., vous avez nécessairement des questionnements qui vous arrachent le sommeil, qui vous arrachent la tranquillité, parce que vous savez que vous, comme d'autres, êtes susceptibles d'être écrabouillés par un système. Donc, vous avez des troubles du sommeil qui sont extrêmement habituels chez les féministes. Vous avez des troubles de la concentration. Vous avez aussi, par exemple, des troubles des processus cognitifs. Elles vont vous dire, oui, non, mais là, moi, en ce moment, je le dis à tout le monde, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mais cette fatigue peut devenir une fatigue chronique qui est le signe, quand même, qu'il y a une atteinte fonctionnelle chez la militante. Vous allez avoir un ensemble de problématiques qui ne sont plus du registre cognitif, mais qui sont des fois même du registre mental et psychopathologique, c'est-à-dire de maladies mentales franches. Khadija Kamara et Marie-Christine Kolo, respectivement sénégalaise et malgache, font bouger les lignes pour une justice climatique. Elle plaide pour une représentativité des écoféministes dans la grande famille féministe africaine. Zoom sur le combat de ces deux championnes de la justice climatique par Amy Gay. Deux femmes, deux horizons, un combat commun, la protection de l'environnement et le respect des droits féminins. Marie-Christine Kolo, malgache, et Khadija Kamara, sénégalaise, deux féministes engagées, des militantes dévouées pour la cause climatique. La jeune écoféministe et entrepreneur sociale malgache milite pour une combinaison des luttes entre les violences basées sur le genre et les changements climatiques. Et on a en fait tendance à considérer la nature comme un objet et les femmes, les jeunes filles, également comme des objets. Et donc pour changer les choses, on dit qu'il n'est pas possible, en tant qu'écoféministe, on considère qu'il n'est pas possible de parler de justice de genre sans parler de justice climatique, ni parler de justice climatique sans parler de justice de genre. Le journalisme, son métier de formation, lui a permis d'avoir un déclic sur ce qui va constituer le combat de sa vie. De grandes actions pour la préservation de l'environnement, Khadija Kamara en a bien posé. J'ai initié la grande campagne de reboisement Une femme, un arbre, dont l'objectif était de reboiser 100 000 arbres à Dakar et 1 million d'arbres au Sénégal pour la mise en place de forêts communales justement partout au Sénégal dans les 557 communes. D'ailleurs, c'est le projet qu'on a mis en place, notre projet phare qui s'appelle Naforêt, Nature pour l'autonomisation économique des femmes. Nous avons planté comme bilan, quand même, c'est un bilan assez satisfaisant. Plus de 150 000 plants ont été plantés un peu partout au Sénégal. Plus de 585 tonnes de déchets ont été également collectés. Nous avons distribué également plus de 1000 bacs à ordures. Pour sa part, Marie-Christine Kolo s'engage dans un écoféminisme qui respecte la solidarité féminine et la nature. En tant qu'écoféministe, pour moi, ça ne suffit pas qu'une femme soit au pouvoir. Si cette femme au pouvoir exerce un rôle où elle crée des inégalités sur d'autres femmes et qu'en plus, son comportement et son activité conduisent à la destruction de la nature, pour moi, ce n'est pas une véritable solidarité féministe. Être écoféministe, c'est mettre en avant ce lien entre le capitalisme et le patriarcat. Ces deux écoféministes veulent plus de représentativité dans le mouvement féministe africain pour relever les défis de l'heure. C'est que l'avenir du féminisme, c'est l'écoféminisme. Vous savez, on est dans un contexte
aujourd'hui qui est très catastrophique sur le plan climatique. Il faut agir ou périr. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel doit être focalisé sur comment agir pour pouvoir faire face à ces catastrophes extrêmes qu'on appelle les hotspots. Une autonomisation des femmes avec le respect de leurs droits, un sacerdoce pour ces braves dames. C'est de pouvoir donner à l'engagement féminin la possibilité de pouvoir préserver, de pouvoir restaurer, de pouvoir également transformer durablement nos économies. Une approche intersectionnelle pour une meilleure prise en compte des questions des femmes vivant avec un handicap par les mouvements féministes. C'est l'appel de Khadiba, présidente nationale des femmes en situation de handicap de la Fédération des personnes en situation de handicap du Sénégal. Écoutons-la. Je suis vraiment émue et satisfaite de l'organisation de cette université d'été parce qu'il y a les échanges avec les autres organisations, non seulement, mais aussi il y a la connaissance d'autres personnes, l'expérience avec l'université d'été qui est un grand événement de plaidoyer pour les femmes. Mais je pense aujourd'hui que l'université d'été devait améliorer pour la participation des femmes et filles handicapées. Parce que de mon constat, peut-être que seule Khadiba est là en tant que personne ou bien femme handicapée. Et un grand événement comme cette université d'été qui regroupe toutes les femmes, toutes les catégories d'organisation, les femmes handicapées devaient être multiples, comme les femmes aveugles, les femmes de petite taille, les femmes sourdes-muettes, pour leur faire participer et faire le plaidoyer pour leurs droits. Parce que quand on travaille au niveau de certaines instances comme l'université d'été, il serait préférable d'avoir toutes les catégories, non seulement de personnes handicapées, de femmes et filles handicapées, pour leur permettre de s'exprimer non seulement, mais pour qu'il y ait la diversité et pour qu'elles puissent conjuguer leurs efforts, aller en synergie avec d'autres actions, avec d'autres organisations de femmes ou bien d'autres personnes même pour gagner le plaidoyer. Parce qu'en matière de plaidoyer, il faut aller avec d'autres organisations. Et nous voulons vraiment que l'université, non seulement faire participer d'autres couches de personnes handicapées, comme je l'ai dit, mais aussi dans le but d'une meilleure organisation, faire de sorte que les organisateurs s'approprient des droits des femmes handicapées, des femmes et filles handicapées. Nous sommes des femmes comme tout le monde. Nous bénéficions des droits humains comme les femmes sont en train de les revendiquer, mais nous avons de surcroît nos droits spécifiques qui sont des droits pour les personnes handicapées. Le Cap-Vert est bien représenté à cette deuxième édition de l'UF. Vicenta Fernandez, présidente de l'association cap-verdienne contre les violences basées sur le genre, participe à ce grand rassemblement féministe. Cependant, la barrière linguistique peut-elle être un frein à l'intégration des féministes cap-verdiennes à la grande famille féministe africaine? Voici la réponse. On a le sentiment de gratitude. J'encourage l'université à continuer dans cette démarche et aussi inclure les autres pays lusophones. On a beaucoup à partager ici, mais la langue ne nous aide pas. Et aussi, je peux avancer que certains pays francophones n'ont pas encore la loi IVG, alors qu'au Cap-Vert, c'était depuis 1980. La langue n'est pas une barrière pour créer le lien. On a beaucoup des outils. Maintenant, l'Internet nous aide beaucoup. Avec les nouvelles technologies, on peut traverser tout et aussi donner des expériences à notre sous-région. L'approche féministe en matière de santé sexuelle et reproductive est bien prise en compte par le centre Audace, nous dit Khadijatou Sow, la directrice de l'organisation pour le dialogue sur l'avortement sécurisé, est bien présente à cette deuxième édition de l'UF. Je vous propose de l'écouter. On est très conscient de
du volet féministe de la question de l'avortement. On sait que cette thématique est intrinsèquement féministe et pour cela, pour nous, il était important de pouvoir définir une approche féministe pour le Centre Audace, mais aussi pour le mouvement. Pourquoi définir cette approche? C'est pour nous permettre de pouvoir aborder la question de l'avortement sécurisé en ayant un réseau fort de solidarité, en pouvant investir sur un mouvement féministe résilient. Quand vous savez que la résilience des mouvements féministes permet de faire face à tout ce qui est défi législatif et défis en termes défis sanitaires, puisque la question de l'avortement est également une question de santé publique. Mais investir sur un mouvement féministe fort nous permet également de faire face aux différents types d'oppression et de pouvoir mettre en place un système de solidarité et de sécurité pour les différentes militantes. Pour nous, il est également important d'investir sur le renforcement de capacités des militantes. Ça nous permet ainsi de pouvoir avoir un réseau de solidarité et de pouvoir adresser ces injustices sociales qui sont donc les discriminations liées au genre et aussi l'absence d'autonomie corporelle pour les femmes. Audace investit beaucoup sur le mouvement féministe en Afrique francophone. On souhaite investir sur sa résilience, on souhaite également supporter davantage sa constitution et on souhaite également pouvoir donner toutes les ressources nécessaires au mouvement féministe pour adresser la question de l'avortement et pour pouvoir faire écho au niveau de nos législations et politiques nationales et régionales. Chacune des 3 journées de l'UF a une marraine. Pour celle d'hier, c'était un hommage à Alice Com, une avocate camerounaise. Alice Com, une brave dame qui consacre sa vie à la défense des droits des femmes. La doyenne du barreau camerounais a brisé le plafond de verre en devenant la première femme avocate de son pays en 1969. Son portrait nous est dressé par Abigail. Un regard confiant dans un visage sérieux d'une Africaine assumée, figure emblématique dans la défense des droits humains au Cameroun. Elle, c'est Maître Alice Com, la première femme à faire partie du barreau camerounais en 1969. Depuis son entrée dans la scène juridique, elle est restée une militante de premier plan des droits civils et des droits des femmes. Maître Alice Com est née à Poutkak, dans la région du littoral, au Cameroun, en 1945. Après la finalisation de ses études dans son pays natal, elle ouvre son cabinet d'avocat à Douala, où sa carrière débuta. Pour une lutte plus efficace sur l'égalité des genres, le droit des libertés et le respect des droits de l'homme, elle met en place une organisation non gouvernementale en 2003 et se fixe comme mission la défense des minorités sexuelles. Son travail acharné lui a valu de nombreuses distinctions. Le prix des droits de l'homme lui a été décerné en 2014 et l'année suivante, elle a reçu le prix Afrique centrale. Le 9 mars 2022, l'avocate camerounaise a été nommée membre du Forum permanent des personnes d'ascendance africaine dans le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Cette grande personnalité publique élève la voix contre tout acte qui bafoue les droits humains, notamment ceux des femmes. Dans le cadre de la 2e édition de l'Université d'été féministe de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Maître Alice Com a été choisie comme marraine de la première journée. Ainsi se referme cette page consacrée à la 2e édition de l'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous retrouve demain pour un autre journal de l'UF. Bonsoir.